Quelles sont vos réactions? Qu'est-ce que ces présentations vous inspirent pour les défis, les pistes d'action, les perspectives d'avenir des adultes en apprentissage? Est-ce que ça a suscité des réflexions chez vous? La demi-heure est à vous. Alors, est-ce que vous digérez? Vous digérez la matière, c'est ça? Et le dîner, bien sûr. C'est ma première... le premier sens de mon intervention. Est-ce qu'il y a des choses nouvelles que vous avez apprises à partir de ce qui a été dit? Est-ce que vous avez d'autres enjeux à soulever? Monsieur, encore une fois, on vous demanderait de vous nommer. OK. Steve Pinsonneau, dans le fond, une des choses qu'on a parlé puis qu'on n'a pas vraiment parlé avant midi, c'est surtout la diversité de nos élèves. On avait parlé qu'il y avait des genres différents de 16 à des fois à 50, 60 ans. Mais ça amène aussi le fait que l'école, il faut qu'on s'adapte à ça, mais pas juste l'école, aussi les aides, soit pédagogiques, soit financières, comme admettons, si on parle du Centre Emploi Québec, les élèves, il faut qu'ils soient là à temps plein. Mais personnellement, à mon école, j'ai quand même beaucoup d'immigrantes africaines qui, dans leur culture, le père ne s'occupe pas vraiment de leur enfant, c'est plus la mère qui s'occupe des enfants. Mais ça, il faut en tenir compte. Mais par exemple, pour être avec le club, il faut que tu sois là à temps plein. Il faut que tu arrives à 8h30, ce qui n'est pas nécessairement possible, surtout à Montréal si tu n'as pas de voiture. Puis il faut que tu sois... Puis dans le fond, il faut que tu restes là jusqu'à 4h, 4h30 selon les écoles. Fait que tu sais, il y a ça aussi qu'il faut tenir compte, pas juste de la diversité des âges, mais puis pas juste de l'enseignement, de l'approche pédagogique, de qu'est-ce que l'école peut faire, mais aussi autour de l'école, qu'est-ce que les autres associations peuvent faire pour soutenir ça, pour faire en sorte de rendre ça plus accessible, plus facilitant à ces élèves-là qui ont des réalités différentes de venir à l'école. Donc, adapter les programmes et les services aux besoins des adultes. C'est ça. OK. Merci. Oui. Isabeline Ortubé, Centrale des syndicats du Québec. Mais un peu dans le même sens que ce que Mme Duguay disait, pour les personnes en apprentissage, là, c'est des gens qui ont déjà beaucoup de responsabilités. Je veux remercier l'ICA, pour commencer, d'avoir un atelier sur la formation professionnelle. Je pense un peu. Parce qu'on oublie souvent qu'il y a des adultes en formation professionnelle. Il y en a tellement qu'il y a moins de jeunes en formation professionnelle qu'il y a de jeunes en formation générale des adultes. Il y en a moins de 15 000 jeunes, puis il y en a 60 000 de l'autre côté. Et donc, puis la moyenne d'âge était de 27 ans. Il y a les chiffres sont aux 2 ans. Il y a 3 ans, c'était 27 ans, et là, c'est 28 ans. Donc, la moyenne d'âge augmente. Quand on parle en formation professionnelle et personnes en apprentissage, c'est de pire en pire, je vous dirais, dans le sens que moi, quand j'ai commencé à enseigner en formation professionnelle, les élèves étaient à un rythme de 28 heures semaine. Donc, 28 heures, c'est déjà beaucoup, parce que quand vous êtes à temps plein à l'université, vous n'êtes pas 28 heures en classe. Donc là, il était 28 heures semaine. Le CLA, moi, j'étais dans l'ouest de l'île, de l'autre bout de l'île, ils ont commencé, en fait, les centres de formation professionnelle de la Commission centre, que je nommerai pas, dans l'est de l'île, ont commencé à donner des rythmes de 30 et 32 heures semaine. Donc, les CLA ont commencé à référer dans l'est. Donc, on s'est ajusté à 30-32. Je sais qu'il y a des centres de formation professionnelle qui sont à 35 heures semaine. Les adultes, c'est des adultes. Donc, le rythme, ça n'a pas de bon sens, en 35 heures semaine. Ils ont souvent des responsabilités familiales. Tu es en formation professionnelle, oui, il y a des devoirs, je regrette, là, mais il y a des travaux à faire aussi à la maison. Ces gens-là ont des emplois parce que les CLA réfèrent de moins en moins en formation professionnelle. Ils les envoient aux prêts-bourses. Il y a eu une chute dans le Bas-Saint-Laurent de 50 % des références. Donc là, ils arrivent en formation professionnelle avec les prêts-bourses, je veux dire, qui sont adaptés au secteur des jeunes, du milieu collégial et universitaire. Donc, ils s'endettent. Le taux, moi, j'ai déjà entendu parler que le taux de décrochage était de 50 % en formation professionnelle, mais je n'ai pas vu les chiffres, mais je ne serais pas étonnée. Je ne serais vraiment pas étonnée. Donc, puis, ajouter à ça,
l'adéquation formation-emploi depuis quelques années, et là, ça s'en vient de plus en plus à tout prix. Fait qu'imaginez les conditions d'enseignement des enseignants qui ont des élèves qui ont un rythme de 35 heures semaine. On leur met 22 élèves, souvent en moyenne, dans la classe, mais là, les commissions scolaires se disent, les élèves décrochent, fait qu'on va en mettre 25, parce qu'on se dit, on va partir à 25, 26, fait qu'on va tomber à 15, 16. Voyez-vous comment on court après notre queue? On en met plus dans le groupe en disant, de toute façon, les élèves abandonnent, ils vont en rester, ça va être plus payant qu'il en reste plus. C'est complètement fou et c'est de pire en pire. Puis il y a d'autres histoires d'horreur, je ne raconterai pas. Donc, et en plus, les profs en formation professionnelle, ils n'ont pas de soutien. Il n'y a pas de conseiller pédagogique, en tout cas, c'est très rare. Les élèves n'ont pas beaucoup de soutien non plus, de psychologues. Fait que, puis là, on s'en va dans une pénurie, rareté de main-d'œuvre. En tout cas, les solutions, c'est sûr que le temps partiel serait aidant. Il n'y en a pas. Là, le ministère a fait des petits projets pilotes là, pour faire baisser la pression, mais projet pilote, il faut que ça réponde à un besoin du marché du travail. Donc, tu peux étudier à temps partiel sur un projet pilote si tu t'en vas dans un secteur qui est en demande. Fait en tout cas, les solutions, je pense que ça, il faudrait que ça soit encore plus dénoncé parce que ça n'a aucun bon sens. Les conditions d'apprentissage sont inhumaines, les conditions d'enseignement sont inhumaines. Et voilà, c'est la formation professionnelle au Québec, mais on a toujours dit que c'est le parent pauvre, là, mais voilà. Je ne sais pas ce que le nouveau gouvernement va faire, mais c'est pas jojo. Donc, actuellement, au lieu d'adapter la formation aux besoins des adultes, c'est pas ça du tout qu'on augmente les Ah non, c'est adapté aux besoins, au sous-financement, aux coupures de budget. Il y a eu beaucoup de coupures de budget en éducation. C'est sûr que la formation professionnelle, ils ont longtemps dit que c'était la vache à lait. Alors, le ministère a beaucoup coupé. Les commissions scolaires, comment je pourrais dire, prennent de l'argent de la formation professionnelle pour l'envoyer au secteur des jeunes parce qu'il n'y en a pas assez au secteur des jeunes. Plutôt, je dirais, de défendre le secteur des jeunes puis laisser l'argent où elle devrait être pour que tout le monde puisse avoir le minimum que ça lui prend. Puis là, dans un contexte de rareté de main-d'œuvre, il y a moins d'élèves qui vont à l'éducation des adultes. Je peux dire ça à la dame qui se posait la question. Il y a 2 raisons. Il y a la modification du régime des études collégiales qui, maintenant, les collèges font de la mise à niveau. Donc, un adulte ne retourne plus nécessairement sur les bancs d'école pour aller chercher son diplôme d'études secondaires. Il s'en va au cégep, il fait de la mise à niveau. Et de l'autre côté, il y a une rareté de main-d'œuvre. Donc, les gens vont travailler sans qualification. Puis, comme disait Mme Duguay, bien, éventuellement, dans 5, 6, 7 ans, ils vont se retrouver le bec à l'eau avec pas de formation. Donc, voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de temps partiel à l'éducation des adultes, puis il n'y en a pas en formation professionnelle. Fait qu'il y a un réel problème. Tu peux étudier à temps partiel au collégial. Ils viennent de rendre gratuit, puis je suis très contente. C'est gratuit maintenant pour les étudiants dans les AEC à temps partiel. Puis de l'autre côté, en formation professionnelle, on est encore à 35 heures semaine. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. Voilà. Donc, il y a des pistes là à développer. Merci. Oui, bonjour, madame. Claire Lalande, je suis aussi de l'organisme Maman va à l'école, comme Paula. Et c'est ma seule expérience à l'éducation des adultes, ou à peu près. Et c'est donc sous cet angle-là que je vais prendre la parole, avec des petits rayons d'espoir. Le contact qu'on a avec les mères qui retournent à l'école nous permet de découvrir différents projets qui naissent un peu partout dans la province. Et puis, je vous en communique 3 que je trouve porteurs, peut-être qui feront des petits ailleurs. Il y a, par exemple, le fait d'avoir une garderie sur les lieux de la formation. Ça, c'est un élément très, très, très important pour les mères. Chez nous, on parle de mère monoparentale, donc avec la charge, non seulement la charge mentale, mais la charge physique en plus. Alors, si la garderie est sur les lieux du centre, évidemment, ça facilite énormément pour la mère la rétention, la persévérance et la sécurité qu'elle a, que s'il arrive quelque chose, elle est tout prête pour intervenir. Alors, c'est un premier exemple qui est tout à fait faisable, qui s'est fait à Trois-Rivières et qui fonctionne très bien et que j'inviterais d'autres milieux à mettre en place. Un deuxième exemple, c'est un organisme qui s'appelle, c'est un grand nom, là, En formation pendant que mon enfant est à l'école, pourquoi pas? Ça se passe à La Chute. Et c'est des mères qui vont à l'école, donc qui n'ont pas un diplôme secondaire, qui vont à l'école
pendant les horaires scolaires. Donc, l'horaire des étudiantes et des élèves adultes est calqué sur l'horaire des classes. Et il y a 4 jours obligatoires par semaine pour les mères qui s'y inscrivent. Ça pourrait être des pères aussi, mais dans le vrai vie, vous le savez, c'est des mères. Et le 5e jour, le centre est ouvert, mais c'est facultatif, ce qui leur permet de faire les courses qu'ils ont besoin de faire, de prendre des rendez-vous qu'ils ont besoin de prendre, etc. Et donc, ça leur permet de vivre à l'aise, elles aussi, dans cet horaire-là qui est beaucoup plus adapté à leur vie, à la conciliation avec leur famille. Un 3e exemple, qui se trouve celui-là à Drummondville, et qui s'appelle l'Envolée des mères, c'est un gros bloc appartement où on héberge temporairement, pendant qu'elles sont aux études, les mères qui, effectivement, retournent aux études et sont soutien de famille. Alors, il y a des petits appartements avec 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants. Il y a à peu près... je pense que quand je suis allée au printemps, il y avait 55 personnes en tout dans l'édifice, en comptant mères et enfants. Et ce qui fait que ces personnes-là, là aussi... parce qu'il y avait quelqu'un qui pouvait s'occuper des enfants dans la journée, bien, il y avait là aussi un contexte beaucoup plus favorable pour retourner aux études. Alors, je pense que c'est des petits éclairs où on voit que finalement, on a entendu beaucoup ce matin qui parlait de l'importance de mettre en commun toutes les ressources, que ce soit les ressources scolaires, le monde communautaire, les organismes qui sont au service des personnes vulnérables, etc., pour essayer de travailler ensemble, trouver des solutions. Mais je pense qu'effectivement, il y a des choses qui se font. Et puis, j'espère que ça serait peut-être des petites étincelles pour que des projets comme ceux-là continuent. Merci. Merci. C'est moi. Oui. Bonjour, Bertrand Guibard. Je suis vice-président au Conseil central du Montréal métropolitain de la CSN, mais anciennement professeur au Cégep Marie-Victorin. Donc, je suis très fier qu'une de nos anciennes prenne la parole aujourd'hui. Oui, je voulais intervenir sur la question de l'accessibilité. Madame Duguay, vous disiez le terme d'accès, il peut avoir différents sens. Puis effectivement, je pense que ça a été abordé un peu dans les 2 dernières interventions, mais il ne faut pas négliger la charge financière que le fait d'aller aux études exerce, tant en termes de transport que de logement, de subvenir à ses propres besoins. Donc, la gratuité, c'est bien, mais ça ne règle pas tous les problèmes. T'sais. Puis je pense particulièrement en région, j'ai beau être de Montréal, mais la problématique du transport en région est encore plus difficile. Donc, nous, on a une position au Conseil central qui est pour la gratuité scolaire, mais on n'a pas fait l'étape de plus encore, là, c'est-à-dire qu'on est on a une soirée de réflexion la semaine prochaine sur la rémunération, dans 2 semaines sur la rémunération des stages. Les groupes qui militent pour la rémunération des stages, la plupart d'entre eux militent aussi pour le salaire étudiant. Donc, parce que justement, ça vient pallier à ces problèmes-là qui se posent dans des termes qui ne sont pas liés au fait d'étudier lui-même, mais au fait d'utiliser du temps pour étudier. Donc, ça s'applique, je dirais, autant pour les personnes qui sont à la recherche d'une formation qualifiante que pour les travailleurs peu qualifiés ou pas qualifiés, c'est-à-dire que quelqu'un qui cumule des emplois ou qui a un faible revenu ne peut pas se couper des heures pour retourner étudier. Donc, c'est une entrave directe. Là. Il faut se loger, il faut se nourrir, c'est ça la priorité. Puis si mon choix, c'est d'aller à l'école sans revenu puis de continuer avec un travail qui soit pas satisfaisant ou qui rémunère, j'ai toujours la misère avec ce verbe-là, qui rémunère pas bien, mais je vais rester au travail. Donc, il faut, je pense, tenir compte de ces problèmes-là qui sont importants. Il y a des moyens de le faire, je pense, de manière ponctuelle. Là. Par exemple, au CHUM, le syndicat des employés du CHUM était avec nous à la CSN et il y a eu une entente qui est intervenue entre le patron, qui est, en tout cas, selon ce qu'on me dit et selon les critères du milieu de la santé, un pas pire patron, et une catégorie d'employés qui, justement, très peu qualifiés. Ces employés-là, plusieurs d'entre eux voulaient aller chercher des compétences pour se trouver des nouveaux emplois dans l'établissement, mais ils ne pouvaient pas le faire. Donc, par le passé, ils devaient payer les cours et se prendre des journées de congés sans solde pour se former eux-mêmes. Puis là, dernièrement, il y a eu une entente qui est intervenue, c'était au mois de juin, où, à même leur temps de travail, sans perte de salaire, on leur permet d'aller se qualifier. Puis si je ne me trompe pas, même la formation est payée, mais ça, je le dis sous toute réserve. Mais le problème, c'est que c'est très, très
ponctuel comme intervention, c'est-à-dire que quelques kilomètres plus loin, au CIUS de l'Est, ben la situation est la même qu'auparavant, il n'y a pas de mesures comme celle-là. Ça prend quelque chose de structurant pour assurer l'équité dans l'accès à la connaissance, finalement. Puis ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais je pense qu'il faut réfléchir de façon beaucoup plus globale pour mettre sur pied des moyens, des mesures. Il y en a qui parlent du, justement, salarié étudiant, mais du revenu minimum garanti. Tu sais, je le dis sous toute réserve, là, parce que je suis conscient des problèmes que ça soulève. Mais tu sais, il va falloir réfléchir à une façon de faire en sorte que non seulement la formation soit gratuite, mais que les gens subissent pas d'autres entraves là, financières pour y accéder. Merci. Moi, je dirais que... Rappelez-moi votre nom. Pardon, Robert Nollet. Ce que je trouve peut-être... ça me déstabilise, ça. C'est comme si on était plus patient. L'employabilité, puis l'idée qu'on est en pénurie, etc., fait en sorte qu'on n'a plus vraiment d'ouverture. D'ouverture. Oui, je pense que l'ouverture n'est pas tellement là, dans le sens où il y a toujours ces fameux fiches d'inscription à remplir, une sorte de paquet de choses qui t'amènent. Et à cause de l'employabilité, j'ai l'impression que ça crée un climat de rapidité. Mais c'est pas de même qu'on apprend, je m'excuse. Personne qui a appris sous pression, ça prend du temps à apprendre. Donc, il faut... Moi, dans toute ma vie, j'ai vu des étudiants partir, revenir, partir, revenir. Il y avait toujours l'ouverture. Mais là, c'est comme si non. Il y a quelque chose qui... S'il n'est pas un emploi, Emploi-Québec ne voudra pas, parce qu'il ne passe pas, là, ça fait 3 fois qu'il s'essaye, puis ça ne marche pas. Mais tu sais, c'est quoi ça? Nous, on n'a pas à régler ça. Nous, c'est de l'ouverture totale. Les gens veulent apprendre, on leur donne les conditions. Il y a eu des moments où on avait du suivi global dans notre région. 2 heures, c'est pas de l'enseignement. Ça nous permettait de rencontrer nos étudiants, jaser avec eux autres, savoir comment ça allait. Ça marchait, là, numéro 1. Mais ça avait un coût. Mais du moment qu'ils ont arrêté ça, le coût, il s'est inversé parce que les gens étaient beaucoup plus ailleurs que dans leur classe. Mm-hmm. Donc, il faut quand même revenir à cette idée d'être patient. Fait que la formation, c'est pas juste pour l'emploi, autrement dit. Bien, écoutez, moi, je suis pas de cette génération-là. J'ai appris parce que j'aimais ça, apprendre. Mm-hmm. Ces Autochtones, c'est le même qui fonctionnait. Quelqu'un va en parler tantôt. Là. Oui. Si tu ne sais pas telle chose, tu te mets en danger. Tu sais, on s'en va dans la forêt tous les deux. Si tu sais que tu ne sais pas telle chose, puis que ça arrive, moi, tu te mets en danger. Mais aujourd'hui, c'est disparu, ça. Mm-hmm. Pourquoi qu'on apprend? On ne sait plus. Alors qu'on apprend pour vivre en société. Alors, prenons notre temps pour apprendre. Ben. Merci. Monsieur, oui, laissez Nadia. Oui. Bonjour, donc Nadia Dallaire de la Fédération autonome de l'enseignement. Je suis conseillère. J'aimerais aborder la question des aspirations. Peut-être, j'entends beaucoup, moi, dans notre milieu, les profs dire qu'ils souhaiteraient, dans le fond, améliorer l'accès aux services complémentaires pour les élèves, parce que dans les faits, il y a très peu de services dans les centres d'éducation des adultes et de formation professionnelle. De fait, le financement, il y a une enveloppe qui existe, qui est partagée entre l'éducation des adultes et la formation professionnelle. Et beaucoup, on réfère les adultes à la communauté quand il est question des services complémentaires. Donc, ce serait important, en tout cas, c'est un souhait très fort d'améliorer non seulement les services complémentaires, mais aussi le soutien linguistique, de trouver les moyens pour améliorer les niveaux de littératie des élèves aussi. C'est des besoins qui sont ressentis très forts. Et peut-être juste décrire, c'est quoi les services complémentaires pour les gens qui c'est par exemple un orthopédagogue sur place dans le centre, un travailleur social, un psychoéducateur. Voilà, parce qu'améliorer les conditions d'apprentissage des élèves, ça améliore aussi les conditions d'enseignement. Et c'est une façon de rehausser le tout. Donc, voilà. Merci. Oui. Oui. Bien, au niveau de l'argent, du temps que ça prend, puis des élèves, puis ce qui est offert, je pense qu'il faut qu'on ait une réflexion sur le cursus scolaire. Et le fait qu'il est collé aux jeunes, ça veut dire que quand tu as un DES aux jeunes, quand on arrive aux adultes puis tu n'as pas de DES, on va te demander de compléter ce qui manque aux jeunes. Mais ça fait en sorte qu'il y a comme une incompatibilité avec le fait
que tu as une mère monoparentale qui arrive à 2 jours semaine parce qu'elle travaille de nuit comme préposée. Elle arrive en secondaire 2, puis on lui dit, ben va chercher chaque cours, chaque crédit, chaque unité qu'un jeune va aller chercher pour aller chercher son DES. Puis là, on va te gracier de ce DES-là que tu vas avoir fait. Mais à raison de 2 jours semaine, puis dans les conditions qui sont, si on fait une loi de la proportionnalité, là, on se dit le nombre de sigles puis le nombre d'unités qu'il est capable d'aller chercher dans une année, ça lui donne à peu près 12-15 ans pour finir son DES à ce rythme-là. Puis à ce moment-là, souvent aussi, on va juste enseigner maths, français, anglais pour aller vite aller chercher une qualification. Mais je pense qu'on devrait avoir justement une réflexion sur le cursus, parce que ce que j'entendais des réflexions de la réforme la dernière fois, cet avant-midi, c'était qu'on a essayé de plugger les maths dans des situations d'apprentissage. Ça a été assez réfractaire, puis aujourd'hui, ça devient très compliqué à faire. Mais peut-être est-ce qu'on pourrait penser à avoir un cursus jeune, puis avoir un cursus adulte qui va toucher les adultes selon les enjeux et les besoins des adultes, puis d'avoir un DES jeune, puis d'avoir un équivalent adulte qui n'est pas juste la même cours, mais qui est autre chose basé plus sur les réalités de nos adultes, parce que je suis quand même malaisé, parce que nous, comme enseignants, on se ramasse avec des briseux de rêve au lieu des ouvreurs d'ailes. Puis ça devient difficile des fois, même sur le moral, de comprendre que une mère qui arrive, ou n'importe qui, qu'on aille... On le dit pas au début, puis on attend de voir, mais qu'on aille à lui dire au bout de 6 mois, écoute, c'est impossible, va-t'en. C'est des réalités qu'on vit, puis qui devraient être repensées, parce que peut-être que si le cursus a un rôle à jouer là-dedans. C'est ça que je veux dire. Merci. Oui, merci. Bonjour. Oh mon Dieu, on parle fort là-dedans. Mélanie Robertson du Cégep de Saint-Jérôme. Je suis à la formation continue aux adultes. J'ai été interpellée par le sentiment d'urgence, de patience par rapport à la formation. Il y a un élément pour lequel on n'a pas discuté encore, un des acteurs, je dirais, de la formation aux adultes, puis on pourra se questionner si on appelle ça de la formation. Je ne veux pas prendre de position dans ce que je vais dire, mais tout le facteur démographique que l'on vit dans les prochaines années. Là, j'entends je prends les employeurs qui s'adressent à nous, qui nous disent, là, j'ai des grands employeurs qui nous disent, j'ai besoin de 10 000 emplois, 10 000 nouveaux membres de personnel d'ici à peine 10 ans, là, si on fait la projection, vient ajouter à ce sentiment d'urgence-là. Puis on parlait, je fais des liens là, avec tout ce qui s'est dit, là, de la multiplication des organismes aussi de formation. On n'a pas parlé de la commission du partenaire du marché du travail qui pousse fort et qui travaille fort avec les comités sectoriels aussi, qui est un des acteurs là, qui est présent depuis très longtemps, mais qui va être un enjeu incontournable. Puis je reviens à ce matin quand on disait, on peut-tu rêver à travailler ensemble à un moment donné, quand on disait là, avoir une salle où avec tous ces partenaires-là, on s'assoit, puis on peut-tu avoir une approche, une offre de formation complémentaire ou si je prends le comité sectoriel qui va, je dirais, faire de la formation, mais très, très spécifique pour, dans le fond, un emploi, un employeur ou un secteur d'activité seulement, où la mobilité est peut-être moins intéressante pour, si on parle d'individus en société par la suite, peut-on, avec ces partenaires-là, répondre à un besoin qui va être immédiat, urgent, essentiel. On a besoin de travailleurs qualifiés, mais dans un cursus où il y a de la formation continue qui s'installe. En tout cas, je pense que il faut rêver, là. Il faut s'asseoir, il faut trouver, il faut penser autrement, avec tous les partenaires, je crois, et répondre à un besoin qui est essentiel, là. On parle, les baby boomers, on dit ça, là, mais ils s'en vont, là. Il faut remplacer ces travailleurs-là. Un autre élément, rapidement, que j'aimerais dire aussi, on parlait de nouvelles technologies. Effectivement, les nouvelles technologies, là, l'enfant de 4 ans qui a la tablette entre les mains, là, je suis tout à fait d'accord. Et je vous donne une petite anecdote rapide. Ça m'a sauté au visage parce que moi, c'est une préoccupation. C'est des nouvelles compétences. On parle d'informatique, ça devrait être aussi essentiel que les mathématiques et le français dans nos écoles. Mais je ne sais pas si vous avez écouté, tout le monde en parle, le lendemain des élections. Il y avait 5 députés femmes, je pense, qui étaient là, 4 députés. Et il y a eu, après ça, un entrepreneur qui s'appelle Frédéric Lalonde, qui a fait l'application Hopper pour des voyages, là, acheter un voyage à rabais. C'est un homme d'affaires non seulement incroyable. Ce qui m'a fasciné de cette anecdote-là, c'est que tout le monde l'écoutait, là, était dépassé.
C'était un autre univers, c'était une autre terminologie, c'était un autre modèle d'affaires. Il est allé même chercher des sous au niveau au niveau de la caisse de dépôt. Bref, ça m'a fasciné à quel point c'est non seulement lui va être un leader, mais c'est une technologie au niveau international, c'est des nouvelles compétences auxquelles il faut s'attarder parce que c'est le demain. Donc, c'est une petite anecdote qui, moi, ce qui m'a fasciné, c'est de voir à quel point on ne comprenait rien quand on l'écoutait. Bref. Oui, effectivement. Merci. Oui, monsieur. Oui, bien, je vais vraiment dans le même ordre d'idée, mais je voulais juste comme... Où je m'en viens? Oui, c'est ça. Il y a vraiment plusieurs types on a défini un peu les adultes apprenants, puis on les a définis plus ou moins dans le sens où on s'entend tous pour dire qu'il y a différents types et qu'il y a une panoplie de profils. Je voulais revenir un peu plus au profil que moi je suis plus habitué, c'est-à-dire des jeunes adultes ou des adultes qui ont des parcours de vie difficiles ou qui ont surtout des parcours scolaires difficiles. Puis ce que je me rends compte, c'est que, étant donné qu'on est dans une marchandisation de l'éducation où on essaie justement, les jeunes viennent au FGA, puis à la formation des adultes, puis ils viennent chercher des crédits pour aller en DEP ou pour aller au cégep. Mais je trouve qu'on les garoche tellement dans ce monde-là, alors qu'il n'y a pas beaucoup d'emphase mise sur la formation d'un citoyen. Moi, je travaille avec des jeunes d'une vingtaine d'années qui ne sont pas capables de repérer le Québec sur une map. On fait des ateliers puis des cours d'histoire puis de géographie, puis on essaie de leur expliquer la politique, puis ils sont vraiment en train plus de subir ça que de le comprendre. Puis c'est ça, puis c'est souvent des personnes qui vont naviguer, qui vont se promener, mais qui ne seront pas interpellées par les journaux ou la télévision parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils entendent ou ce qu'ils voient. Fait que je pense qu'à quelque part, il y a une job qu'on a ratée en tant que formateur, en tant que formatrice, autant au niveau jeune qu'au niveau adulte. Je pense que c'est un angle à aborder. Parfait, merci. Dernière intervention. Bonjour. Suzy Navarre pour la déficience intellectuelle. Les défis sont grands. Sarah nous a illustré un peu tantôt les déficits, les difficultés avec les gens qui ont des déficits moteurs, mais en déficience intellectuelle, c'est quelque chose en ce sens que c'est difficile d'amener ces gens-là sur le marché du travail. Pourtant, il y en a plusieurs qui sont en mesure de le faire quand on se donne la peine de les accompagner. Au niveau, par exemple, de la transition école-vie active, peut-être que tout le monde ici savent que... Tout le monde sait que les personnes handicapées peuvent aller à l'école jusqu'à 21 ans. La plupart vont jusque-là, mais il y en a d'autres qui veulent sortir avant. Mais la transition, la TEVA, comme on l'appelle, n'est pas pratiquée partout. Quand elle est pratiquée, c'est de façon vraiment inégale. Donc, souvent, ça ne mène pas les personnes sur le marché du travail. Je parlais hier à un entrepreneur, justement, que lui fait ce job, un entrepreneur, un organisme qui n'est pas subventionné, qui fait ce job-là parce que son milieu ne le fait pas. Alors, c'est lui qui le fait pour sa ville, d'amener les gens, les qualifier, puis les amener dans son entreprise, puis les faire travailler. Il y a aussi un autre élément que je voudrais apporter, c'est la qualification des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Ils n'ont pas de diplôme, sauf exception exceptionnelle. Ça prendrait des formations adaptées ou des diplômes adaptés, mais il faudrait qu'on se penche sur cet aspect-là parce qu'ils ne sont pas, la plupart du temps, capables de suivre le cursus régulier. Et en plus, des fois, ils pourraient peut-être le suivre mais de façon un peu plus lente, mais souvent, le milieu n'y croit pas suffisamment. Alors, on retrouve beaucoup de jeunes qui sont qui sont à l'école, puis qui apprennent pas à lire et à écrire parce qu'on ne croit pas qu'ils sont capables de le faire. Alors, il y en a beaucoup qui le savent, lire et écrire, parce que c'est les parents à la maison qui se sont donné la peine. Donc, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire encore. Bon, merci beaucoup. Une petite dernière, allez-y. Je voulais faire un lien avec ce que les personnes ont dit. Quand on parle d'accès à l'éducation, la première intervenante a dit clairement, ça prend des moyens aussi.
Alors, à prime abord, c'est comme si l'individu il est coupable. C'est-à-dire, il a eu accès à l'éducation, il n'a pas réussi, mais les moyens n'étaient pas là. Alors, je pense à une jeune mère qui n'était pas mère au moment où elle a fait son secondaire 1 et 2. Elle a fait 2 ans en 1 an à l'éducation des adultes. Elle est en secondaire 4, puis elle dit « Ça marche pas, je suis cruche, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. » Puis là, je dis « On peut-tu regarder un peu le contexte autour de toi? Qu'est-ce qu'il y a de différent aujourd'hui pour que tu penses qu'en secondaire 4, tu ne peux plus continuer alors que tu as réussi 1, 2, 3? » Elle dit « J'avais pas d'enfant quand j'ai fait mon secondaire 1 et 2. » Alors, cette femme-là, après, est allée à Mère et Monde à Québec, qui est un groupe, comme vous avez parlé, avec un logement subventionné, de l'aide entre les pères, une garderie sur place, etc. C'est ça qui a fait la différence. C'est la même fille avec le même potentiel. Les cours de rôles sociaux que j'ai parlé ce matin, on parle de la deuxième intervenante, Mme Cousineau, besoin d'adaptation au changement, conciliation travail-famille-études. C'est des cours qui existent, les rôles sociaux, de la formation de base commune, ministère de l'Éducation. Personne ne les enseigne. Puis on nomme les besoins. Alors, est-ce que le mouvement communautaire peut s'en emparer? C'est la question qu'on pose au ministère, nous, à Québec. Okay. C'est-à-dire, si les centres aux adultes, parce qu'ils ont une limite comme milieu de vie, etc., ne veulent pas ou ne peuvent pas les enseigner, est-ce qu'on peut faire alliance avec le milieu communautaire, puisque la vie est souvent là, la vie associative est là, etc. Troisièmement, la troisième personne, défense de droit, si j'avais une question pour elle, est-ce qu'elle est obligée à chaque fois, un par un, de faire du un pour un, ou bien s'il y a collectivement quelque chose de possible, comme en milieu syndical, qu'est-ce qui fait que tu réussis à négocier? C'est personne qui peut négocier individuellement dans la société dans laquelle on est, même si on a l'illusion du droit individuel et des droits et libertés. C'est le mouvement associatif, on l'a vu par l'histoire ce matin, qui fait une différence. Alors, je questionne les syndicats, le deuxième front des conditions de vie que Marcel Pépin parlait en 70, qui a donné lieu à des ACEF, au comité de citoyens, à toutes sortes de choses. Est-ce qu'il n'y aura pas une deuxième vague à faire d'alliances syndicales et communautaires, et avec le milieu de l'éducation aussi, pour faire autrement que du un pour un? Parce que quand j'entends la télévision tout le temps, je termine là-dessus. Ah, un orthopédagogue pour les enfants de 4 ans, un orthopédagogue à 16 ans si tu n'as pas de diplôme. C'est correct qu'il y ait des professionnels, j'en étais un, mais tout ne se règle pas du un pour un d'un bureau. Il y a le groupe, on est des aides de relation. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire entre pairs aussi. Oui, merci. Sarah, est-ce que tu veux intervenir là-dessus? C'était très bien. Je travaille en défense des droits et j'en fais beaucoup d'individuels. Donc, les membres de mon organisme m'appellent individuellement et chaque individu a une situation unique qui demande d'être analysée et moi, je les accompagne et je me bats avec eux individuellement. Sauf qu'à un moment donné, c'est à force d'avoir plein de petits dossiers individuels qu'on peut s'asseoir tout le monde ensemble et faire « OK, on a un enjeu collectif ». Donc, c'est grâce à ces dossiers individuels-là qui me fendent le cœur. C'est pas le fun qu'il y ait ces cas individuels-là, mais qu'on en forme des dossiers collectifs et qu'on peut en faire des revendications. Maintenant, c'est beaucoup de travail, en faire un dossier collectif et en faire des revendications, mais tout est possible. Puis je pense qu'on est tous ici un peu pour ça aussi, faire changer les choses. Avant de vous laisser les mots de la fin, toi aussi, Sarah, si tu veux dire un mot de la fin, ce que je comprends, c'est qu'il y a encore beaucoup d'enjeux au niveau de l'accessibilité. Hein. On pourrait penser que, au Québec, l'école est gratuite, c'est accessible pour tout le monde et tout, mais il y a encore énormément de défis qui ont été nommés cet après-midi. Qui concerne l'accessibilité. Ce que je retiens aussi, c'est l'adaptation aux besoins des adultes et non pas l'inverse, pas que ce soit les adultes qui aient à s'adapter. Et le troisième gros bloc, le troisième, ce serait tout ce qui est soutien
autour de l'école. Je retiens quelqu'un qui a dit, là, qu'est-ce qui est autour de l'école, hein? L'hébergement, les services complémentaires, le soutien financier, etc. Puis le quatrième bloc que j'ai retenu, c'est travailler ensemble, les alliances qu'on peut faire entre nous, milieu syndical, milieu communautaire, employeurs, etc. Comment mettre toutes ces forces ensemble au service, finalement, des adultes en apprentissage. Est-ce que vous voulez venir ici ou vous voulez prendre la parole? Bon. On va rester assise. Oui, ça fonctionne? Oui. Écoutez, moi, j'ai écouté vos interventions et l'ensemble, et ça me ramène à, dans le fond, une question, je pense, qu'on doit se poser. Est-ce qu'on veut travailler pour la diplomation des adultes ou travailler pour la formation des adultes? Et c'est pas nécessairement antinomique, mais c'est fort différent de poursuivre l'un ou l'autre. J'appuie ça, par exemple. C'est pas vrai qu'il faut avoir un DES pour rentrer au collège, puis c'est pas vrai qu'il faut avoir un DEC pour rentrer dans certaines facultés universitaires. Hein, dans tous les cas, il y a des portes d'entrée différentes. C'est sûr qu'elles sont plus étroites, mais ils sont là quand même. Donc, la formation des adultes, quant à moi, est bien différente et plus importante que la diplomation des adultes. Donc, pour accéder, il faut savoir puis il faut connaître avec ce que Léa vient de nous dire. Moi, ce que je retiens beaucoup, d'abord, je trouve qu'on est une Moses de belle gang. Hein? Vraiment, là. Il y a tout ce qu'il faut ici pour revendiquer ce dont on veut, l'accès à l'éducation, puis les moyens pour l'avoir. Moi, je retiens plusieurs interventions, entre autres Robert. Robert, quand tu as parlé d'entrée en formation puis de suivi global, ça m'a touchée parce que je l'ai fait, moi, dans ma carrière. Et ça, c'est important. Parce que quand on parle des moyens d'accéder à l'éducation, si je t'amène à l'école, puis tu es perdu durant 2 semaines, je t'ai mis dehors, là. Donc, l'entrée en formation permettait un premier pas, une première appartenance à l'école, puis de comprendre comment étudier aussi, ce qui n'est pas évident du tout. Et le suivi global, bien, c'est la persévérance. C'est de te rendre capable d'obtenir ta qualification jusqu'au bout. Alors ça, je trouve que c'est une revendication qui peut être faite, qui est clairement explicable aussi. Des fois, on a des revendications financières, c'est pas toujours évident de le placer. Mais ça, là, il me semble qu'on a tout ce qu'il faut pour placer ça en avant. Alors, merci beaucoup. Je trouve qu'on a tout ce qu'il faut ici, là. Merci beaucoup à nos 3 panélistes.